Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les premiers travaux menés sur les immigrés maliens en France renvoient à une catégorie de population déqualifiée en quête de moyens de subsistance pour leur village d'origine. C'est ce qu'évoquent les travaux de Kiminal, 1991, Timera, 1996, Dôme, 1998, où le rôle des immigrés en tant que pourvoyeurs de ressources devient le symbole même de l'immigration subsaharienne en France. Ce paradigme doit évoluer compte tenu de la composition des nouvelles vagues migratoires subsahariennes. Les reconfigurations géopolitiques actuelles qui prévalent à l'échelle mondiale engendrent de nouveaux profils migratoires. Ainsi, les types de migrants en provenance du Mali sont de plus en plus variés et constitués d'étudiants, de diplômés issus de la classe moyenne. Ces transformations des vagues migratoires qui s'étendent à de nombreux pays d'Afrique subsaharienne révèlent que la mondialisation et le marché du travail vont contribuer à transformer le profil des migrants. Il s'ensuit un recrutement des travailleurs qualifiés, conformément aux besoins du marché. Les transformations ainsi induites ou imposées par la mondialisation, de part et d'autre, affectent aussi les flux migratoires contemporains constitués essentiellement d'une main-d'œuvre qualifiée. Les bassins traditionnels d'émigration ouvrière comme le Mali produisent aussi, sous l'effet de plusieurs facteurs, des types de migrants qualifiés dont l'arrivée et le séjour sont de plus en plus encouragés par des politiques incitatives. La problématique soulevée dans ce livre est que l'immigration malienne n'est pas l'apanage des seuls ruraux analphabètes, très majoritaire dans les années 70 à 90, mais qu'elle est une pratique transversale touchant même les diplômés. L'immigration des diplômés maliens en France est une réalité qui a longtemps été étouffée par les schémas migratoires classiques. Il est évident que l'immigration malienne a longtemps souffert des stéréotypes misérabilistes qu'on prêtait aux immigrés. C'est pourquoi traiter l'immigration malienne sous l'angle des cadres, des élites et des intellectuels peut paraître incongru tant il est vrai que l'image sociale des immigrés maliens est indissociablement liée à la misère et à la clandestinité. Ces images misérabilistes, très souvent relayées dans les médias français, ont fini par s'imposer. C'est prêt-à-penser désinforme plus qu'il n'informe, Timera et Garnier 2010. Notre thématique ne va pas sans rupture avec les représentations communes sur l'immigré malien de France, le Mamadou, ou le foyerman comme on le dit si ironiquement. Durant longtemps, les très nombreuses recherches ne faisaient pas spécialement mention d'une immigration des diplômés en provenance du Mali. Ce désintérêt des chercheurs est dans la logique même des recherches sur les migrations subsahariennes en général, et maliennes en particulier. En effet, l'immigration ouvrière demeure encore le symbole de l'immigration ouest-africaine en France. Selon Dominique Schnapper, 1991, deux paradigmes caractérisent les recherches sur les travailleurs immigrés depuis la Seconde Guerre mondiale. Le premier paradigme s'est forgé au cours des Trente Glorieuses où l'interprétation marxiste avait prévalu. Les immigrés, démunis et ne possédant que leur force physique, sont contraints de s'expatrier pour louer leur force de travail, devenant ainsi les nouveaux prolétaires. C'est pourquoi les recherches, au cours des années 1960 à 1970, illustraient cette image d'exploiteur et d'exploité comme en témoignent les travaux d'Ancel, 1975, et ceux de Delaunay, 1977. Le second paradigme qui s'est érigé à la fin des années 1970 marque une rupture dans la recherche sociologique sur les migrations considérées désormais comme faisant partie de la problématique des mouvements sociaux. Les immigrés sont donc traités comme les nouveaux acteurs d'un mouvement social, au même titre que les écologistes et les féministes. Il faut reconnaître que depuis quelques années, il y a un renouvellement des vagues migratoires, une sorte de variété dans la trajectoire migratoire. Il ne s'agit pas d'un fait absolument nouveau dans sa nature, mais plutôt par son ampleur. Le silence sur les diplômés dans l'immigration s'explique non seulement par la composition des vagues migratoires, essentiellement ouvrières, mais aussi et surtout par un paradigme épistémologique dans la recherche en sciences sociales sur les migrations africaines. Chapitre 1 – Le travail ouvrier comme emblème de l'immigration malienne en France. Il est difficile d'aborder la question de l'immigration africaine en France sans une référence particulière aux Maliens. Si les immigrés maliens demeurent moins intégrés en France, il n'en demeure pas moins ceux qui symbolisent le plus fortement les migrations de main-d'œuvre en provenance de l'Afrique subsaharienne.
Le caractère éminemment ouvrier de l'immigration malienne en France constitue une réalité indéniable et finira par donner une image misérabiliste aux Maliens qui y vivent. -1. L'immigration malienne en France, les contours d'une pratique historique. Le processus migratoire des Maliens permet de distinguer plusieurs vagues successives amorcées par des conjonctures diverses. Migration précoloniale, migration due aux mesures coloniales, puis les années de sécheresse de 1974 à 1986 au Mali. Cependant, l'immigration malienne en France est postérieure aux migrations intra-africaines des Maliens qui seraient plus importantes que celles des Africains en direction de l'Europe. En effet, l'extension de l'espace migratoire à des destinations plus lointaines s'est produite à la fin des années 1950 en réponse à la demande de main-d'œuvre étrangère qui accompagna la croissance économique et la reconstruction de l'Europe de l'après-guerre. Elle atteint toute son ampleur vers 1960 quand survient la rupture de la Fédération du Mali qui freine les déplacements des Navétanes de l'Est, Bambara, Soninké, vers le Sénégal. L'émigration vers la France connaîtra un bond gigantesque dans les années 60 à la faveur de deux facteurs. D'abord en 1960 la France signe avec ses anciennes colonies du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal une convention permettant aux ressortissants de ces pays de rentrer librement sur le territoire français, Boquier et Diarra, 1999. Ensuite, face à l'indépendance inéluctable de l'Algérie, le patronat français a facilité la venue des travailleurs africains pour défaut de main-d'œuvre, Traoré Sadio, 1994 sur 61-78. Dans un premier temps, la migration des Soninké du Mali était le fait d'hommes seuls, un parent travaillant dans la marine aidait un frère à venir en France. Il s'agissait d'une migration temporaire à but économique et à durée limitée. Elle a été facilitée par la possibilité d'émigrer en France, avec une simple carte d'identité qui a été offerte aux citoyens des anciennes colonies françaises jusqu'en 1964. De 1964 jusqu'au début des années 70, l'immigration des Africains en France est devenue clandestine mais tolérée. En même temps, de 1967 à 1974, elle s'est amplifiée à cause de la sécheresse ayant sévi au Sahel dans cette période, et s'est consolidée par la multiplication des voyages des migrants et l'arrivée d'hommes plus jeunes, frères ou fils. Elle a longtemps été une immigration tournante, constituée d'hommes jeunes. Un membre de la famille pouvait émigrer pendant quelques années, et ensuite son frère pouvait venir le remplacer. Cette stratégie migratoire a été appelée Noria. Cette forme de migration principalement pratiquée par les Soninké a prévalu jusqu'au durcissement des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. 1.1. 1974. Un tournant décisif dans la politique migratoire française. En effet, le milieu des années 70 a marqué un tournant décisif dans l'immigration malienne en France avec la mise en place des politiques de maîtrise des flux, Richard et Tripier 2005. Cette période marque le début des politiques de limitation des entrées, mais elle est aussi perçue par les spécialistes comme la résultante d'une préoccupation croissante devant les effets sociaux et politiques de la gestion antérieure des flux et non comme réponse à la crise. Désormais, le gouvernement français s'attelle à la mise en place de procédures d'obtention de visas et de politiques incitatives au retour. Ces mesures urgentes ne dissuaderont pas les Maliens, surtout ceux du bassin du fleuve Sénégal qui avaient déjà intégré la migration de travail dans leur mode de vie. En effet, si la sécheresse pouvait expliquer le départ massif en migration, celle-ci est devenue progressivement une voie de promotion sociale pour beaucoup de catégories défavorisées. Il apparaît sans ambages que l'immigration malienne en France est avant tout ouvrière et inscrite dans l'urgence vitale. La migration de travail semble être le dénominateur commun à bon nombre de villages soninké de la vallée du fleuve Sénégal. Tout semble enchâssé dans la migration de travail. Agriculture, la rémunération des travailleurs saisonniers, les centres de santé financés en grand nombre par les migrants ainsi que la rémunération du personnel, les habitats construits en ciment dur grâce aux migrants, les systèmes d'adduction d'eau financés généralement par l'association des ressortissants du village en France, etc. C'est donc cette forme ouvrière de l'immigration malienne qui est décrite dans les travaux de Catherine Kiminal, 1991, avec référence particulière à l'immigration comme facteur régulateur des sociétés soninké de Caille, Mali.
Les années 90 marquent un tournant décisif dans l'analyse des migrations soninké, notamment avec la parution du livre Gens d'ici, gens d'ailleurs de Kiminal, faisant état de l'organisation des immigrés en associations villageoises. Ces associations ont pour rôle fondamental d'apporter un soutien ponctuel aux villages d'origine. Les actions menées par les associations d'immigrés étaient concentrées sur les priorités des villages d'origine. Partout où les migrants ont réussi à mettre en place des écoles ou des centres de santé, l'État n'a jamais pu envoyer le personnel nécessaire pour faire fonctionner l'institution. Cette assistance aux milieux d'origine a progressivement institué une dépendance des villages aux revenus de la migration. En effet, si l'on s'accorde à dire que les associations d'immigrés ont joué un rôle essentiel dans la sécurisation des milieux d'origine, il faudrait y voir aussi la question de la dépendance comme effet pervers de cette assistance aux villages d'origine. De ce fait, les associations d'immigrés doivent être accompagnées et orientées vers des stratégies qui favorisent un développement endogène. Les travaux de Dom Christophe, 1998, sur les associations de Maliens, indiquent assez clairement le rôle actif accompli par les associations. Les travaux de Timéra Mahamé, 1996, reviennent dans le sillage du travail ouvrier avec une vue d'ensemble sur les modes de vie transplantés dans le contexte migratoire. Les enquêtes de Timéra mettent en lumière la ferme volonté des migrants de maintenir la culture d'origine dans le contexte de la migration. Il est aujourd'hui indéniable qu'il existe des rapports étroits entre les villages d'origine et les immigrés. Ces rapports ont évolué depuis des générations mais reposent sur le même principe: l'assistanat direct aux villages d'origine à travers la rente migratoire. 1.2. Le mamadou, un surnom chargé de clichés péjoratifs. Le mode vestimentaire, l'habitat du foyer, l'usage du français approximatif finiront par être symbolisés par le prénom mamadou. Les immigrés, d'une manière générale, vivent dans l'habitat du foyer avec des habitudes encore marquées par la culture d'origine. Dans les clichés populaires français, il doit être un individu analphabète, moins intégré et prêt à accepter tout type de boulot pourvu qu'il soit rémunéré. Ainsi, les discours sur les problèmes sociaux de l'immigration se construisent sur les catégories défavorisées de l'immigration. En effet, l'histoire de l'immigration en France s'inscrit dans celle de la classe ouvrière porteuse d'une culture socialement dominée. La genèse même de la catégorie d'immigrés en France met en lumière, de façon récurrente, une immigration ouvrière destinée à pallier la pénurie de main-d'œuvre nationale. Les concepts épistémologiques alors élaborés pour appréhender cette catégorie d'immigrés deviennent tributaires de la position socialement défavorisée des immigrés. Par ailleurs, sur le plan confessionnel, l'islam devient progressivement la religion des immigrés. Timéra, 2008, parle d'identité noire souvent ramenée à l'identité musulmane. L'islam est ramené à l'identité étrangère tandis que la chrétienté est considérée comme valeur autochtone. Selon lui, l'islam demeure une donnée majeure dans le processus de catégorisation notamment ethnique concernant le Maghreb et l'Afrique noire. L'islam dont il est question a donc été un facteur de racisation, en ce sens que pour la République, l'adhésion à l'islam serait incompatible avec les valeurs républicaines. Mais selon Timéra, cette perception de la République s'est construite en direction des Nord-Africains et non en direction des Africains noirs. Les Maghrébins, à travers leurs pratiques islamiques, seront perçus comme groupe racisé, en marge donc de l'idéal républicain. Timéra assimile cette spécificité à une sorte de démarcation culturelle entre l'indigène et le colonisateur, et qui renaît dans le contexte de la citoyenneté française. Notons d'abord que les discours de migrants révèlent un contexte socio-économique qui rend difficile la pratique de la religion. Autrement dit, les contraintes de travail et d'espace de culte ont des effets négatifs sur la pratique de la religion. Ces différences de mode de vie, conjuguées à diverses conjonctures économiques, feront apparaître l'immigration ouvrière comme un danger aux yeux de certaines familles politiques. Dans de nombreux pays de l'Union européenne, des partis de droite et d'extrême droite utilisent l'immigration en guise d'argument électoral comme c'est le cas du Front National FN en France, de l'Union démocratique du Centre UDC en Suisse, de la Ligue du Nord en Italie. 1.3. L'ère de la politique d'immigration choisie en France. Si durant les 30 Glorieuses la France eut recours aux étrangers non qualifiés,
En revanche, à l'ère actuelle, son économie nécessite davantage une main-d'œuvre qualifiée. Ce besoin en personnel qualifié serait à la base même d'une politique d'immigration choisie. Notre siècle est marqué par un changement radical dans la sphère même du travail, changement consacré par le rapprochement de la science et de la production, de sorte que la science est devenue un facteur indispensable de la production économique. Le rôle des travailleurs hautement qualifiés devient alors prépondérant, et la migration de cette catégorie de la population soulève des enjeux économiques et stratégiques. À cet égard, les autorités politiques de différents pays européens vont mettre en place des politiques attractives pour les élites. Ce recours aux travailleurs qualifiés est l'une des principales caractéristiques de l'économie des 20 dernières années et qui crée une dépendance de plus en plus forte à l'égard de la production et de l'utilisation des nouvelles technologies de la connaissance. Le rapport du CNUSED 2003 indique que la part des produits considérés comme de haute technologie dans le commerce mondial est passée de 8% en 1976 à 23% en 2000. Il en résulte que l'avènement d'une économie de la connaissance aboutit à une forte demande de main-d'œuvre qualifiée impossible à satisfaire sur les territoires nationaux, d'où l'introduction de la question de l'emploi étranger qualifié. Environ le 1/3 du personnel technique et scientifique aux USA, titulaire d'un master ou doctorat, est d'origine étrangère, Arfi et Mathieu 2006. La main-d'œuvre qualifiée devient alors une marchandise sur le marché du travail, qui semble répondre à la loi de l'offre et de la demande. En effet, la mondialisation impose la compétition entre les économies, d'où la nécessité de recourir à une main-d'œuvre permettant de réaliser le maximum d'intérêt. Dans cette logique, toute personne possédant une certaine qualification est recherchée sur le marché de l'emploi. L'exode des compétences est donc un effet combiné de l'offre et de la demande, qui serait une loi fondamentale du marché du travail. L'Union européenne a adopté en 2008 le Pacte européen sur l'immigration et l'asile dont le credo est l'organisation de l'immigration légale, en fonction des besoins de l'économie. Le Pacte européen précise la nature et le nombre d'immigrants dont les différents pays ont besoin. Il devient alors évident que les pays du Sud, dont les ressortissants sont formés au Nord, soient sollicités par les pays industrialisés. La structure des économies nationales, du Sud comme du Nord, est marquée par une interdépendance croissante qui trouve sa forme concrète dans le déplacement de la main-d'œuvre qualifiée. Les transformations dues à l'emploi des personnes étrangères révèlent de profondes mutations en cours dans différents pays. La division internationale du travail va prendre un nouveau relief partagé entre centre et périphérie. La question de l'emploi des étrangers passe d'une interrogation sur l'exploitation des migrants à une forme de discrimination positive face à l'emploi. Les hypothèses macroéconomiques s'orientent progressivement vers la relation entre centre et périphérie et sur les nouveaux besoins engendrés par l'économie financière. La mobilité des travailleurs qualifiés, malgré sa faible proportion comparée aux migrations ouvrières, accompagne directement le capital financier. L'immigration choisie en France doit être perçue comme une nécessité économique issue des constats empiriques. Mais cette politique, portée de façon presque martiale par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, a soulevé beaucoup de controverses dans les débats. L'immigration choisie est-elle un pillage de talents ? Comment comprendre cette duplicité de la politique migratoire française ? En effet, au moment où elle ferme les frontières pour certains, elle les ouvre pour d'autres en provenance souvent du même pays. 1.4. Immigration choisie, que faut-il y comprendre ? L'expression même d'immigration choisie relève d'un repli quelque peu nationaliste et qui s'oppose à l'immigration familiale ou celle des réfugiés encore appelée immigration subie. Le terme immigration choisie ne comporte aucun sens pratique ou juridique, car le regroupement familial et le droit d'asile sont des droits que la France a longtemps consentis aux étrangers. Les autorités politiques françaises ont présenté la politique d'immigration choisie comme un effort qui comble les insuffisances relevées dans les politiques précédentes. Ces objectifs sont de 3 ordres. Substituer des migrants réguliers à des migrants irréguliers, au sujet desquels des objectifs chiffrés de reconduite à la frontière sont assignés chaque année aux autorités administratives et policières. Parmi les migrants légaux, remplacer ceux venus en France au titre du regroupement familial par ceux venus pour y travailler. Parmi ces migrants de travail,
il s'agirait d'attirer ceux dont on a le plus besoin au regard de carences désormais chiffrées sur le marché du travail. Comme à chaque époque, l'entrée et le séjour des étrangers en France a donné lieu à de multiples réformes de la législation pour cette catégorie de la population. Les pouvoirs publics français ont toujours voulu restreindre l'immigration familiale au profit d'une nouvelle forme d'immigration, qui sera plus adaptée au marché du travail. Les réajustements successifs des politiques d'immigration ne constituent donc pas un fait nouveau. Que ce soit à la fin du XIXe siècle, dans les années 1930, à la Libération, ou plus récemment, le discours distinguant les bons des indésirables ou l'immigration voulue de l'immigration imposée a toujours été monnaie courante. Vipré Mouna 2010 sur 149-169. Depuis quelques années, le discours politique sur les flux migratoires a évolué en ce sens qu'on ne parle plus de la cessation de l'immigration économique, mais de la substitution d'une immigration dite subie, qui repose sur le droit du regroupement, de l'asile politique, etc., à une immigration choisie selon les demandes prioritaires du marché en France. Comme la suspension provisoire de l'immigration de travail en juillet 1974, celle dite choisie constitue également un point de controverse dans la politique migratoire française. Le ton est lancé par Nicolas Sarkozy en juin 2005 dans le but aussi de faire de la France le premier pays d'Europe à proposer une stratégie migratoire adaptée, qui se trouve consacrée dans la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration choisie. Ainsi, depuis 2006, une nouvelle politique migratoire a été instituée en France et qui cible des catégories de migrants qualifiés. Elle s'appuie sur le concept d'immigration choisie, défini dans la loi du 24 juillet 2006 qui facilite l'entrée et le séjour de travailleurs hautement qualifiés qui répondent aux besoins des entreprises françaises. C'est ainsi que plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre afin de faciliter l'immigration professionnelle, plus précisément, la facilitation de l'entrée et du séjour des ressortissants des pays en développement qui ont une qualification recherchée. La France serait le premier État de l'Union européenne à transposer la directive de l'Union 2009/50 CE du 25 mai 2009, appelée Carte bleue européenne, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, REM 2013-8. En dépit des innombrables efforts de la France, l'immigration professionnelle reste faible, environ 9% des 193 000 titres de séjour délivrés en 2012, REM 2013 sur 8. La question légitime qu'on pourrait se poser est de savoir si la politique d'immigration choisie est réaliste au regard de la composition des vagues migratoires. D'ailleurs, la complexité de la procédure d'acquisition de certains titres de séjour handicape leur fonctionnement. Il existe actuellement en France 11 titres de séjour différents, dont chacun s'obtient à travers une procédure spécifique. -2. L'instauration des quotas. L'instauration des quotas s'inscrit dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire dans le cadre de la maîtrise des flux par zone géographique. Pour la première fois, un système de quotas par région est instauré contrairement à la tradition républicaine. Selon Vipré, l'instauration des quotas est confrontée à de sérieux obstacles constitutionnels. La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, complétée par celle du 30 octobre 2007 et du 20 novembre 2007, a dû se limiter à ce que chaque année, le gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration. Vipré Mouna 2010. Cependant, ce qu'il faut évoquer ce sont les conditions de mise en pratique de cette politique qui ne doit pas être celle des quotas comme l'indique le rapport, mais un rapport détaillé sur les entrées dans l'année en cours. Chaque année, après un débat parlementaire, un quota avec un chiffre plafond d'étrangers à accueillir est défini et les dispositions adéquates sont prises pour sa mise en œuvre. Quelle est l'utilité d'une politique migratoire par quota ? Elle aurait deux finalités selon les pouvoirs publics. Permettre une maîtrise globale de l'immigration en France avec la fixation du nombre annuel des migrants admis en France. Permettre de choisir différentes composantes de l'immigration, les catégories socio-professionnelles, au regard des besoins réels de l'économie. Ce quota global se subdivise en quotas catégoriels, selon les régions de provenance afin d'attirer les travailleurs qualifiés comme c'est le cas au Canada. Mais en réalité, le système par quota s'est avéré inefficace contre l'immigration irrégulière.
Il est d'ailleurs impossible de fixer des quotas pour les migrations de regroupement familial ou de l'asile politique. Par contre, il est possible de fixer des quotas pour l'immigration de travail. Si les analyses sur les enjeux des migrations qualifiées ont été divergentes, c'est parce que le jeu n'est pas perçu par les différents acteurs comme étant à somme nulle. Nous n'allons pas concentrer notre analyse autour de ce binôme gagnant-perdant, mais sur la manière dont les différents pays se sont appropriés la question. Selon Gaillard, 1999, la récurrence du débat s'effectue toujours en termes de gains et de coûts. Or, les compétences qui émigrent ne sont généralement pas utilisées ou sous-utilisées dans le contexte du pays de départ. Les États-Unis qui constituent le principal pôle d'attraction sont constamment la cible des critiques. En effet, depuis les années 60, les États-Unis ont facilité l'introduction des personnes qualifiées sur leur territoire à travers un système de quotas par secteur d'activité et par zone de provenance. Ce dispositif américain, mis en place depuis 1968, attire continuellement des étudiants du Sud mais aussi des professionnels du Nord en quête du rêve américain. C'est ainsi que le scientifique malien Cheikh Modibo Diarra a été chercheur à la NASA américaine pendant plusieurs années. Ses compétences n'auraient pas été utilisées dans le contexte malien, d'où la nécessité pour les États africains de s'atteler d'abord à la mise en place des conditions de retour des chercheurs. En effet, si le retour est une nécessité, il faudrait qu'il s'effectue dans des conditions qui permettent aux pays d'origine d'utiliser les compétences rapatriées. Concernant les pays d'accueil comme les États-Unis, Gaillard souligne pourtant la vulnérabilité d'un système scientifique fondé essentiellement sur une main-d'œuvre étrangère. Selon l'auteur, environ 80% des chercheurs travaillant aux États-Unis en 1999 étaient d'origine étrangère. La crainte subsiste dans le fait que ces élites scientifiques puissent un jour faire le trajet inverse en rentrant chez elles avec la somme d'expérience acquise. Mais cette crainte qu'évoque Gaillard est une crainte essentiellement potentielle, car cela suppose d'abord que certains pays d'origine de ces élites aient pu développer leurs infrastructures scientifiques pour pouvoir inciter au retour. Or, l'expérience a montré que parmi les élites retournées au Sénégal par exemple, certaines sont encore reparties en Europe, faute d'un environnement scientifique adéquat. L'autre inquiétude que souligne l'auteur est le désintérêt pour la carrière scientifique chez nombre de jeunes Américains, ce qui fait des États-Unis une sorte de géant au pied d'argile. Ainsi la question du retour devient finalement une question complexe à dimension nationale et non individuelle. En revanche, le cas de la Corée du Sud fut une réussite dans la mesure où 70% de leurs ressortissants s'étaient formés aux États-Unis durant les années 80. Seulement 10% de ces vagues seraient rentrés après l'obtention de leur diplôme contre 40% de retour aujourd'hui, Gaillard, 1999/15. Les raisons de ce retour sont à rechercher dans le développement économique réalisé et aussi des politiques de retour assez attractives. Ce développement économique a réduit le décalage entre le pays d'émigration et le pays d'immigration, permettant ainsi aux jeunes Coréens de s'insérer dans leur pays d'origine. Selon les spécialistes, ce phénomène de retour est observable à Taïwan et même en Chine dont les chercheurs sont les plus réticents à rentrer. En effet, en Chine, l'amélioration des conditions d'exercice de la profession scientifique et des conditions de vie en général exerce un effet positif sur les chercheurs expatriés. De surcroît, le contexte de la mondialisation qui accélère la fluidité des biens et services incite les chercheurs à rentrer sans encourir le risque d'être isolés au sein d'une communauté scientifique réduite. Les réseaux de communication électronique favorisent la collaboration et le maintien des liens avec le pays d'origine, rendant le retour plus facile. Mais ce retour reste aussi lié à l'évolution de la politique intérieure chinoise, notamment la question des droits de l'homme. Le développement des technologies de l'information et de la communication a contribué à la réorganisation des scientifiques expatriés qui circulent entre les deux espaces. Au cours de ces 2 décennies, de nombreux pays ont pris l'initiative de répertorier, mobiliser et reconnecter les talents nationaux expatriés avec la communauté scientifique nationale afin de partager leurs expériences. Ici, l'accent est mis sur la volonté d'organiser la communauté scientifique expatriée, diaspora scientifique, autour de la cause nationale. Il est clair que l'objectif des diasporas scientifiques n'est pas le retour systématique et définitif,
mais elles constituent des postes avancés d'une science nationale ainsi que les moyens de son extension. L'avantage est qu'en reliant des individus isolés au contexte national, notamment l'accès à l'emploi local, il se forme une synergie entre les diasporas et les nationaux. Mais cette synergie, précise Gaillard, nécessite que la communauté scientifique nationale soit elle-même suffisamment développée et dense afin qu'une interface puisse avoir lieu. Or, pour le cas du Mali, il est difficile de parler d'une diaspora scientifique qui serait en rapport avec une communauté scientifique nationale qui elle-même semble inexistante. Le recoupement des intérêts scientifiques entre communautés externes et internes est un préalable aux échanges. Ce n'est malheureusement pas le cas au Mali où de brillants chercheurs expatriés sont dans des programmes de pointe, alors même que les chercheurs maliens stagnent dans la morosité et la vétusté des dispositifs de recherche. Cette situation déplorable fait que le Mali se situe à la périphérie, en dehors même de la carte scientifique mondiale, d'où le retour moins bénéfique pour la diaspora scientifique. Le Mali, comme beaucoup de pays africains au sud du Sahara, est loin de disposer des conditions économiques et socio-professionnelles minimales afin d'amorcer des flux de retour. Dans cette logique, l'émigration des étudiants reste une source d'inquiétude car elle devient une perte potentielle pour le pays. C'est un cas qui concerne beaucoup de pays africains, où le départ des élites ainsi que l'augmentation des départs pour études ont pris des proportions assez inquiétantes. Dans le débat scientifique, les positions sont partagées entre les nationalistes et les internationalistes. 2.1. L'approche nationaliste. C'est une approche qui considère les migrations scientifiques internationales comme un jeu inégal, une perte considérable pour les pays de départ. En évaluant le problème du point de vue des pays perdants, il est évident que le départ du pays des spécialistes qualifiés constitue déjà une perte considérable. Au niveau des pays de départ, les perspectives de développement national peuvent être compromises du fait du départ des talents. Les conditions d'émergence du terme brin-drin indiquent clairement une position asymétrique entre deux territoires dont les intérêts sont supposés incompatibles. Les termes de fuite de cerveau ou d'exode de compétences traduisent également des incohérences structurelles dans les relations nord-sud. Les départs de plus en plus nombreux des chercheurs du Sud contribueraient à la paupérisation de l'environnement scientifique au Sud et au renforcement de ce même environnement au Nord. Les chercheurs qui s'inscrivent dans la démarche nationaliste dénoncent le départ des talents nationaux comme étant une hémorragie scientifique qui compromet l'élan de développement des différents pays de départ. Les cadres, les professeurs et les ingénieurs font bénéficier de leurs compétences aux pays développés alors que les pays africains paient cher les services des experts internationaux dans des domaines comme la santé, l'éducation et la sécurité. Or, selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique, un enfant sur 10 meurt avant l'âge d'1 an, et selon les statistiques de cette même institution, le nombre moyen de médecins est de 1 médecin pour 1000 habitants. Plus précisément, le ratio de médecins par millier d'habitants est de 0,05 au Mali, 0,03 au Tchad, 0,10 en Zambie, 0,20 au Cameroun, 0,70 en Afrique du Sud. Ce même ratio dans les pays développés tourne autour de 3 à 4. Par exemple, en France, il est de 3,33, en Allemagne 4,08, au Luxembourg 3,32, au Danemark 3,72, etc. Sur le plan éducatif, le ratio enseignants-étudiants demeure aussi disproportionné, soulignant ainsi un déficit de personnel dont souffrent les universités africaines. Ce déficit de personnel enseignant qualifié marginalise l'Afrique sur la scène scientifique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.